Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation des nouveaux marchés de l'UGAP, webinaire organisé par le pôle de compétitivité DeepTech Systématique Paris Région. Je suis Bastien Villebrun, coordinateur d'un des groupes au sein de Systématique, l'enjeu transformation numérique des territoires. Quand on parle de territoire, on parle aussi de collectivité. C'est pour ça et pour la troisième année consécutive que Systématique collabore avec l'UGAP afin d'informer notre écosystème des opportunités de l'achat public. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques petites mesures. Utilisez le chat pour échanger entre vous et interroger les intervenants via l'onglet questions. Je poserai les questions en fin de présentation. Il est à noter que la DGE précise dans son papier la commande publique, un marché pour les innovations, que les achats innovants auprès des PME doivent représenter 2% de la commande publique. Il y a donc des marchés à prendre et un réel intérêt à mieux connaître l'UGAP et son rôle. Afin de mieux vous en parler, je donne la parole à Pierre Nguyen, directeur réseau territorial adjoint Île-de-France Est à l'UGAP. Donc, à vous Pierre. Bonjour à tous. Pierre Nguyen, je suis en charge effectivement du réseau territorial Est d'Île-de-France et précédemment en charge de l'innovation à l'UGAP. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui dans ce webinaire l'UGAP dans ses fondamentaux et également un marché dit marché multi-éditeur qui est dédié au logiciel informatique. Donc, on va commencer. Je déroule les slides. Alors, attendez, est-ce que j'ai la main? Oui, j'ai la main. Une présentation de l'UGAP et présentation du marché multi-éditeur. Alors déjà, de manière étymologique, un petit retour en arrière, UGAP, ça veut dire quoi? UGAP, de manière étymologique, c'est l'union des groupements des achats publics. Donc l'UGAP est une centrale d'achat public, comme son nom l'indique, et public à plusieurs titres. Public parce que nous sommes sous statut d'EPIC, établissement public industriel et commercial, sous tutelle de deux ministères. Ministère du Budget et ministère de l'Éducation nationale. Ministère du Budget parce que, in fine, le rôle de l'UGAP est de faire des économies à l'État dans sa fonction achat. Ministère de l'Éducation nationale, c'est historique en fait, c'est parce qu'on a été créé il y a plus de 50 ans maintenant, sous l'impulsion de ce ministère à l'origine pour acheter des tables et des chaises pour l'éducation nationale. Donc en fait, qu'est-ce qui se passait il y a 50 ans? C'est que lorsque vous arriviez à la fin de l'année scolaire, mois de mai, mois de juin, vous aviez une grosse partie du personnel administratif des écoles, des collèges et des lycées qui arrêtaient leur job afin de monter des appels d'offres pour acheter des tables et des chaises, et ceci afin de rééquiper leur établissement pour la rentrée suivante. Donc, c'est effectivement comme ça que nous sommes nés. Donc, l'UGAP est aussi public parce que ses clients ne sont qu'exclusivement des acteurs du domaine public. Donc, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. L'objectif de l'UGAP, c'est de faciliter l'acte d'achat de tous ses clients qui sont des structures publiques. L'UGAP est une structure publique qui manipule, en fait, qui offre un service public pour ses clients qui sont eux-mêmes des acteurs du domaine public et qui manipulent de l'argent public. Donc, je rappelle, l'argent public, c'est simple à comprendre, c'est le vôtre et c'est le mien. C'est celui qu'on paye joyeusement tous les ans aux impôts. Donc, depuis 50 ans, l'UGAP œuvre dans ce domaine-là avec effectivement l'objectif de faciliter l'acte d'achat. On est sur un modèle dit d'achat pour revendre, c'est-à-dire que nous achetons des produits et des services en respectant le code des marchés publics. Et comme nous avons respecté le marché public, les codes du marché public, nous pouvons revendre toutes les solutions qui sont à notre catalogue en dispense de procédure. Et c'est effectivement là le point le plus important, la dispense de procédure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en passant par l'UGAP, vous n'avez plus besoin de lancer d'appel d'offres lorsque vous êtes un acheteur public. Quelques points importants. On est une centrale d'achat public au sens du code de la commande publique, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes ce qu'on appelle un pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire un acheteur public. Donc, on respecte le code des marchés publics lorsque l'on intègre toutes les solutions à notre catalogue. On est la seule centrale d'achat généraliste de France, c'est-à-dire qu'il existe d'autres centrales d'achat en France, soit spécialisées par zone géographique, soit par domaine d'activité. Les zones géographiques, c'est par exemple la région PACA à sa centrale, la région Île-de-France à sa centrale, et sur certains domaines d'activité tels que la santé ou les transports publics, vous avez des centrales d'achat qui sont spécialisées dans leur domaine d'activité. On intervient dans un contexte concurrentiel, donc aucun monopole de notre côté, c'est-à-dire qu'un acheteur public, lorsqu'il souhaite acheter un produit ou un service, soit il a le choix de passer par une centrale d'achat telle que l'UGAP, ou alors il procède à son achat par lui-même en montant lui-même ses propres procédures. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. Donc on a une activité qui est non subventionnée par l'État, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons, en fait, comment nous vivons sur la marge que nous dégageons tout simplement. C'est-à-dire que nous achetons des produits, des services, nous appliquons une marge que nous vendons derrière à tous nos clients.
Et c'est comme ça, c'est cette marche-là qui nous permet de vivre. Alors, je vois dans le chat déjà des merci et des bonjours, des personnes que je reconnais. Bonjour Pascal. Alors, les clients de l'UGAP, donc je devais revenir là-dessus. On a 3 typologies de clients l'UGAP. On a l'État et ses opérateurs. L'État et ses opérateurs, c'est quoi l'État? C'est l'Élysée, c'est Matignon, c'est les préfectures de région et préfectures de département. Les opérateurs de l'État, ce sont toutes les structures qui sont rattachées, les grosses structures qui sont rattachées à ces ministères. Les collectivités territoriales, conseils régionaux, conseils départementaux, intercommunalités, métropoles et communes. Et puis, 3e typologie de clientèle à l'UGAP, c'est les établissements de santé, en l'occurrence les maisons de retraite et les hôpitaux publics. Il y a une 4e typologie qu'on n'a pas représentée ici, ce sont tout ce qui est associations ou entreprises privées, semi-privées, qui ont dans leur mission des missions d'intérêt général et qui perçoivent de l'argent public. Et qui doivent du coup effectivement passer leurs achats en respectant le code des marchés publics. Je pense à la RATP ou encore à la SNCF. Pour petit rappel, toutes ces structures-là ont quelque chose en commun. Ils ont en commun qu'ils manipulent de l'argent public. Et comme ils manipulent de l'argent public, ils sont dans l'obligation de respecter le code des marchés publics. Le code des marchés publics fonctionne sur un principe de seuil, c'est-à-dire que vous avez différents seuils qui imposent différentes procédures. Le seuil le plus connu, c'est celui des appels d'offres publics, celui de 40 000 €, excusez-moi, à partir duquel vous devez procéder soit à des MAPA, donc des procédures adaptées, ou encore des appels d'offres publics. Un appel d'offres public, en quelques mots, ça se décline comment? Ça se décline en plusieurs étapes. Faire du sourcing, une étude de marché, rédiger un cahier des charges, publier ce cahier des charges de manière formalisée, récupérer les candidatures qui leur arrivent, dépouiller de ces candidatures de manière extrêmement formalisée et choisir la solution, non pas celle qui lui aura tapé dans l'œil à l'acheteur public au départ lorsqu'il aura fait son sourcing, mais la solution qui aura eu la meilleure note à la fin du tableau Excel. Donc un choix mathématique qui parfois lui échappe totalement. Donc l'UGAP, le modèle de l'UGAP, il est simple. Donc c'est un modèle dit d'achat pour revendre, c'est-à-dire que nous achetons des produits, des services en respectant le code des marchés publics. Et comme on a respecté le code des marchés publics, on revend derrière à toutes ces structures publiques que sont nos clients en dispense de procédure. Et donc en dispense de procédure, je rappelle, c'est la facilité d'achat chez nous, c'est l'acheteur public ne se casse plus la tête à savoir quelle procédure est-ce qu'il doit respecter. Il souhaite acheter un produit ou un service, il sait que ce produit est présent au catalogue du l'UGAP. Il appelle son commercial, il demande un devis, il met une signature, un coup de tampon, un bon pour accord, et puis la vente, elle est faite. Là où il aurait dû peut-être prendre des semaines, des mois de travail pour monter sa procédure d'appel d'offres et rédiger son cahier des charges. Voire même, dans certains cas, l'acheteur public renonce à son achat parce qu'il n'a ni le temps, ni les compétences techniques pour monter l'appel d'offres. Je donne un exemple précis, voilà, si vous devez monter un appel d'offres pour acheter des drones, mais que vous ne connaissez rien en drone, eh ben, effectivement, vous allez être un peu embêté pour monter le cahier des charges. Donc, vous allez avoir besoin soit des différents fournisseurs pour vous aider à monter ce cahier des charges, ou alors monter en compétence vous-même, et ça peut prendre des mois de travail. Quelques chiffres sur l'UGAP. L'UGAP, effectivement, c'est la première centrale d'achat public de France. Donc, en termes de volumétrie, on est la seule qui fonctionne sur ce modèle-là en Europe. On fait approximativement 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous avez les chiffres qui sont ici. On a 700 titulaires fournisseurs de rang 1 et quelques milliers en 2. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. On a 21 500 clients sur les 22 000 pouvoirs adjudicateurs de France. C'est 3 000 marchés à l'UGAP, répartis sur différents domaines d'activité qui vont des services aux véhicules, au mobilier, tels que les tables ou les chaises qui étaient notre métier d'origine, ou encore les systèmes informatiques tels que les logiciels et les gros hardware. Alors, je vais passer un petit peu plus vite sur les chiffres. Alors, nos clients en termes de répartition, c'est ce que vous avez en bas à droite. Le premier client de l'UGAP, c'est l'État et ses opérateurs qui représentent 44%. Ensuite viennent les collectivités territoriales, et puis la santé, et puis effectivement les acteurs dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont une part un peu plus minoritaire. Les produits de l'UGAP qui sont les plus vendus, vous les avez en haut à droite. C'est principalement l'informatique et les véhicules qui représentent le plus gros pourcentage de chiffre d'affaires de l'UGAP.
L'évolution typologique des clients, vous l'avez en bas à droite, vous voyez que l'État, effectivement, entre 2019 et 2020, on n'a pas encore les chiffres 2021 qui sont sortis, ça devrait tarder normalement. Vous avez une représentation de l'État qui est effectivement plus importante que les autres, avec une évolution, par contre, au niveau des collectivités territoriales qui est en train d'évoluer de manière forte à l'UGAP. L'UGAP soutient 5 politiques publiques. Là aussi, pour ceux qui comptent bien, vous en voyez que 4 en termes de ligne, mais il faut savoir que nous, on distingue l'achat social et l'achat écologiquement responsable. Donc effectivement, la performance achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en passant par l'UGAP, un acheteur public gagne de l'argent ou en dépense moins, au moins. L'accès des PME à la commande publique, on est très PME-friendly à l'UGAP. 17% de nos fournisseurs sont des PME, malgré qu'ils ne représentent que 20% de notre chiffre d'affaires. Pourquoi? Vous l'avez bien deviné en lisant entre les lignes juste avant, c'est que notre chiffre d'affaires est porté plutôt par l'informatique et les véhicules. Et dans ces deux domaines d'activité-là, les PME ne sont pas toujours bien représentés. Donc, c'est-à-dire que pour acheter une voiture, on n'a pas de PME malheureusement en France ni dans le monde qui fabrique des voitures. On soutient l'innovation depuis un petit bout de temps maintenant. Donc, c'était mon rôle de départ lorsque je suis arrivé il y a 6 ans à l'UGAP. Donc, on appartient au réseau French Tech, on soutient les entreprises du French Tech 120, du Next 40, et on a à cœur d'intégrer un catalogue de plus en plus d'innovation. On fait plus de 2%, on fait 3,8% de notre chiffre d'affaires avec des solutions dites innovantes, et c'est une politique qu'on souhaite poursuivre. Et puis le RSE et tout ce qui est achat socialement et écologiquement responsable, qui est une partie intégrante de notre politique à l'heure actuelle. On a 83% de nos marchés qui comportent des dispositions RSE et on souhaite aller de plus en plus dans ce domaine-là parce que ça devient un impératif pour tout le monde et surtout pour nos clients. Donc, soutien aux PME, on fait partie du réseau Pacte PME, on soutient la French Tech, on est labellisé Relations fournisseurs responsables depuis quelques années maintenant. Donc, ce qui fait qu'on a une responsabilité vis-à-vis de cette politique auprès des entreprises de petite et de moyenne taille. Nos fournisseurs, donc l'UGAP, c'est 700 fournisseurs de rang 1, comme je vous l'ai dit, donc 97% qui sont implantés en France et 80%, 78% plus précisément des fournisseurs qui sont des PME ou des ETI. Quelques petits rappels sur le mode de fonctionnement de l'UGAP, donc les différents avantages. Avantages pour le client. En passant par l'UGAP, un client gagne du temps homme également. Il limite son risque juridique à passer un appel d'offres. Quand je vous dis ça, c'est que lorsque une structure publique se doit de monter un appel d'offres, lorsqu'il souhaite acheter un produit ou un service, mais si au cours de l'appel d'offres ou après l'appel d'offres, il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur, peut-être son marché peut être rendu caduc. Donc du coup, en passant par l'UGAP et ses 70 acheteurs et sa trentaine de juristes, il limite le risque juridique en passant par les services que nous offrons. Donc c'est pour ça qu'il vient chercher à l'UGAP à la fois du temps, des économies, mais également une certaine sécurité juridique. Qualité et prix, effectivement, font partie intégrante des avantages que nous proposons également. Côté fournisseur maintenant, c'est-à-dire côté de ceux qui ont la chance d'être présents au catalogue de l'UGAP, donc c'est un avantage en termes de coût de soumission, parce que du coup, vous avez bien compris également, en passant par l'UGAP, vous n'avez plus besoin de répondre à des appels d'offres. Donc en passant par l'UGAP, effectivement, vous gagnez du temps calendaire sur la soumission aux appels d'offres. Je rappelle qu'une procédure d'appel d'offres, de manière statistique, pour un acheteur public, ça coûte 14 000 €. Juste pour l'acte d'achat du produit ou du service qu'il souhaite acquérir. Et côté entreprise privée, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà répondu à des appels d'offres. Répondre à un appel d'offres, ça prend énormément de temps. Et du coup, ça coûte énormément d'argent. Et on estime que le coût pour une entreprise privée de soumission à une procédure d'appel d'offres, c'est compris entre 5 000 et 25 000 € pour les plus gros appels d'offres. Et sans certitude de gagner derrière. Quand je dis ça, c'est que voilà, si vous êtes 2, 3, 4, 5, 6 à vous batailler pour gagner un appel d'offres, à la fin, il ne restera que plus qu'un. Donc, si vous arrivez deuxième, troisième à une procédure d'appel d'offres, vous n'avez rien gagné, sauf le droit de rejouer et donc à nouveau de perdre du temps. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'entreprises se disent que les structures publiques, c'est pas ma tasse de thé, j'ai pas envie d'y aller parce que je vais perdre énormément de temps et donc énormément d'argent à me batailler. Les avantages pour les fournisseurs, c'est 3 ans de minimum de présence au catalogue l'UGAP lorsque une société remporte un appel d'offres l'UGAP. Donc, je reviendrai sur ce point-là tout à l'heure pour répondre à la question, mais comment est-ce qu'on fait pour entrer au catalogue de l'UGAP?
C'est une concurrence qui est moindre, c'est une distribution nationale, donc pour rentrer au catalogue du GAP, il faut être en capacité de répondre à des demandes qui peuvent être nationales, voire même internationales, parce qu'on a aussi des clients qui sont à l'étranger de temps en temps. Et puis, c'est un paiement à 30 jours, c'est-à-dire que l'UGAP paye systématiquement tous ses fournisseurs à moins de 30 jours. 98% de nos factures sont réglées à moins de 30 jours. Alors, la question à 10 000 $, comment être présent au catalogue de l'UGAP? Vous avez deux façons d'être présent au catalogue de l'UGAP. La première, qui est la voie royale, c'est de gagner un appel d'offres de l'UGAP. L'UGAP lance très régulièrement des appels d'offres, et lorsqu'une société gagne un appel d'offres de l'UGAP, elle devient titulaire d'un marché, fournisseur de rang 1, et elle a l'exclusivité de ce marché pour une durée de 3 à 4 ans. 3 ans plus 2 fois 6 mois renouvelables. Et dans de rares cas, ça peut aller jusqu'à 5-6 ans. Voilà. Deuxième façon d'être présent au catalogue de l'UGAP, donc de façon un peu plus détournée, qui est un peu plus anecdotique, c'est d'être présent au catalogue de l'UGAP en rang 2, derrière un rang 1, de 3 manières, en étant sous-traitant, intégré ou distribué. Donc, quelle est la différence entre les trois? La sous-traitance, ça concerne les prestations de services. Donc, l'UGAP vend des prestations de nettoyage, de conseil, de gardiennage. Et dans certains cas, effectivement, je prends un exemple, voilà, vous êtes une mairie au fond de la Creuse, vous avez besoin de prestations de déménagement, vous appelez l'UGAP, vous demandez, voilà, est-ce que l'UGAP, vous êtes capable de nous proposer ce genre de prestations? On va vous dire, oui, par contre, notre titulaire de marché n'est pas en capacité de proposer cette prestation parce que vous êtes trop éloigné. Donc, il pourra faire appel à un sous-traitant local si le besoin s'en fait ressentir. Ça, c'est pour la sous-traitance. Ça concerne les prestations de service. L'intégration, c'est quoi? Voilà, j'ai sous les yeux, je travaille à un ordinateur de la marque Lenovo, donc un ThinkPad, et dedans, il y a un processeur Intel. L'UGAP n'a pas lancé d'appel d'offres pour acheter des processeurs Intel. Intel n'a pas répondu à un appel d'offres de l'UGAP, mais par contre, d'une certaine manière, Intel est présent au catalogue de l'UGAP en rang 2 parce qu'il est intégré dans un produit commercialisé par un rang 1. Donc, c'est la même logique que les essuie-glaces de la marque Valeo que vous retrouvez sur les Renault Clio que nous distribuons. Troisième façon d'être présent au catalogue de l'UGAP en rang 2, c'est la distribution. J'ai sous les yeux voilà, un stylo de la marque Bic. Commercialisé par l'UGAP. L'UGAP n'a pas lancé d'appel d'offres pour acheter des stylos Bic. Par contre, Bic est présent au catalogue de l'UGAP d'une certaine manière parce qu'il est distribué à travers un titulaire de marché qui a gagné l'appel d'offres de matériel de bureautique. Et en l'occurrence, c'est une société que vous connaissez certainement qui s'appelle Lyreco qui a gagné ce marché. Donc, Lyreco propose à l'UGAP tout un catalogue de produits de bureautique. Stylos, ciseaux, règles, compas, corbeilles de papier, etc., etc. Et c'est cette logique de distribution que nous utilisons pour les logiciels informatiques, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Les logiciels informatiques chez nous passent tous à travers un marché que l'on appelle le marché multi-éditeur qui est détenu depuis plusieurs années maintenant par la société SCC. SCC, c'est un gros faiseur du domaine informatique, c'est un gros distributeur que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. C'est le numéro 1 ou le numéro 2 mondial de la distribution informatique, numéro 1 en Europe en tout cas en 2018. Je suis désolé, les chiffres datent un petit peu. Donc SCC distribue pour nous tout un catalogue de logiciels à travers le marché multi-éditeur. L'appel d'offres détenu par SCC, en fait le marché détenu par SCC a été remis en compétition l'année dernière. Et c'est SCC qui a regagné la compétition. Donc SCC s'est reconduit à lui-même. Donc on est reparti avec SCC pour une durée de minimum 4 ans, 3 ou 4 ans. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure, on les traitera à la fin. Donc voilà quelques chiffres sur SCC. SCC, c'est effectivement la distribution informatique, mais c'est aussi différentes filiales, notamment Rugby Capital, Atilmans, Flowline, qui sont des domaines d'activité connexes à ce que propose la société SCC, qui sont des Anglais. C'est l'une des premières centres industriels d'intégration de France à Lieusaint, où ils ont une grosse centrale qui fait plus de 33 000 m². Donc en France, c'est 2400 salariés et c'est plus d'1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2019.
Les métiers de SCC, donc c'est l'intégration, les services, le leasing. Je ne vais pas m'attarder effectivement un peu trop sur la présentation de SCC. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous propose de les contacter directement ou aller sur leur site internet. Donc, je répondrai aux questions au fur et à mesure à la fin de la présentation. Alors, le modèle, lorsque un éditeur souhaite passer vers l'UGAP et être présent au catalogue d'UGAP, il est assez simple, c'est un jeu de billard à 4 bandes où vous avez, vous, éditeur, qui proposez vos services et intégrez le catalogue SCC en rang 2, SCC qui est titulaire du marché de l'UGAP en rang 1, et puis derrière, l'UGAP qui propose tous ces logiciels à ses clients publics. Donc, en tant qu'éditeur, votre client premier, c'est SCC. Même si au niveau commercial, vous allez voir, vous allez être amené à prospecter directement les collectivités territoriales, les ministères ou les hôpitaux. Si vous passez par l'UGAP, votre client premier, celui qui réglera vos factures, ça sera SCC. Le fonctionnement du marché multi-éditeur, qu'est-ce qu'on peut vendre ou ne pas vendre à travers ce marché? Donc, vous pouvez vendre votre solution logicielle informatique et toutes les prestations qui sont afférentes. Donc, l'abonnement, par abonnement ou par acquisition. Donc, soit en CAPEX, soit en OPEX, au niveau du logiciel. Vous pouvez vendre les prestations qui sont afférentes, installation, formation, paramétrage, maintenance et développement de modules complémentaires, sous certaines conditions, notamment des conditions d'exclusivité. Quand je dis conditions d'exclusivité, c'est que vous devez déclarer sur l'honneur que vous soyez les seuls à pouvoir travailler sur votre logiciel, développer des modules complémentaires parce que le logiciel vous appartient, le logiciel est secret ou déposé. Vous ne pouvez pas vendre de matériel, donc zéro hardware, ou des prestations d'une autre entreprise. La gratuité n'est pas intégrable dans le marché multi-éditeur. Que votre logiciel soit vendable avec une facturation qui démarre minimum à 1 €. L'obligation pour intégrer ce marché, c'est d'avoir des tarifs publics et de consentir une remise à SCC, puisque, comme vous l'avez bien compris, SCC est un distributeur, l'UGAP est un distributeur. Donc, les sociétés qui ne sont pas d'accord avec cette logique-là, malheureusement, on ne va pas pouvoir travailler avec vous. Et de manière globale, la remise, on vous demande 15% de remise minimum lorsque vous intégrez ce marché. Alors, le modèle de fonctionnement du marché au niveau tarifaire, il est présenté ici. Donc, c'est-à-dire que sur vos tarifs publics, imaginons que vos tarifs sont de 100, on vous demande une remise de 15%. Sur les 15%, ils réappliquent leur marge respective pour atteindre un certain prix qui sera proposé au client, qui sera en général celui des tarifs publics, voire un petit peu au-dessus si le cas s'en fait sentir. Voilà. C'est le modèle du marché qui existe à l'heure actuelle, qui est actuellement encore en cours. Sachez que dans le prochain marché que SCC a gagné, ce modèle-là n'existera plus. Ça sera un modèle de markup sur vos tarifs publics. Donc, on vous l'expliquera un petit peu plus tard lorsque le marché sera en place et si vous avez la joie de l'intégrer. Alors, la question maintenant à 20 000 $. Comment est-ce qu'on fait pour entrer dans le marché multi-éditeur? Il faut faire acte de candidature. Donc, l'UGAP lance de manière régulière des vagues de candidatures d'intégration potentielle pour les éditeurs de logiciels. Ça aussi, c'est un point qui changera dans les mois à venir. Donc, pour l'instant, c'est toujours le même modèle. Donc, tous les ans, tous les 12 mois ou 6 mois, nous relançons des propositions pour que de nouveaux intégrateurs puissent intégrer le marché multi-éditeur. Donc, c'est une soumission que vous faites. Vous nous soumettez un dossier de candidature dans lequel on retrouve des éléments administratifs, CABIS, présentation de la société, tarifs publics, et différents domaines, différents documents, je veux dire. Ce sont des éléments administratifs qui sont assez formalisés et qui sont assez simples. L'UGAP va s'attacher à regarder trois choses plutôt. La concordance de votre offre avec le marché de logiciels multi-éditeurs. Donc, si vous nous proposez, par exemple, dans le cadre de votre catalogue du hardware, on va vous dire non, ça ne va pas être possible de rentrer dans le marché multi-éditeur parce qu'il est dédié uniquement à la vente de logiciels. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vérifier que vous soyez bien d'accord avec la remise. Si vous n'êtes pas d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, voilà, on s'arrête là, on se serre la main et on reste bons amis. Et puis, la troisième chose, c'est surtout la solidité financière de votre société. Donc, on va s'attacher à bien vérifier la solidité financière de votre société
Pourquoi? Parce que hors de question pour l'UGAP ou pour SCC, qui sont des distributeurs, d'intégrer une société dans le catalogue de l'UGAP et de SCC, de vendre vos solutions et de se rendre compte 6 mois plus tard que vous avez mis la clé sous la porte. Le client qui aura acheté votre solution et qui sera bien embêté parce qu'il n'y aura plus de maintenance et le logiciel ne marchera plus, il ne va pas se retourner contre vous parce que vous ne serez plus là, mais il va se retourner contre ceux qui lui ont vendu la solution, en l'occurrence l'UGAP en premier lieu, et SCC derrière. Donc, on sera malheureusement très embêté. Donc, c'est pour ça qu'on fait très, très attention, au moins à l'entrée du marché, que les sociétés soient viables. Et ceci en faisant certaines vérifications préalables, notamment en utilisant des sociétés de scoring qui vont attester de la bonne santé de votre société. L'UGAP, effectivement, on n'est pas des juristes, on n'est pas des pros de la finance, donc on se repose sur des organismes tels que CreditSafe, Dun & Bradstreet, pour évaluer la pertinence de travailler avec une société ou pas. Donc, le dossier à remettre, CABIS, tarif public, l'accord sur la remise et puis la santé financière. Donc, effectivement, les campagnes, généralement, durent 1 mois ou 2, c'est-à-dire qu'à une date, un instant T, on va ouvrir une campagne, on va vous dire qu'il faudra nous transmettre le dossier avant telle date, à une heure précise, puisqu'on est une structure publique et donc soumis au code des marchés publics et donc avec une certaine rigueur. Tous les dossiers que nous recevons, même 2 minutes après la date fatidique, on ne pourra pas les éviter, malheureusement. Voilà, pour une question d'éthique et d'équité entre les différents postulants. Vous serez prévenus, de toute façon, des différentes dispositions en termes de date, d'horaire et de ce qu'il faut nous remettre. Donc, pour le moment, ça ne sert à rien de me poser la question sur le dossier. On reviendra vers ceux qui postuleront. Alors, à qui écrire pour pouvoir obtenir ce dossier d'inscription? Donc, je vous invite à noter l'adresse mail qui s'affiche auprès de vous. Donc, c'est Kaoula Benazouz, qui effectivement va récupérer les demandes de candidature. Vous allez lui soumettre votre adresse mail. Elle va mettre votre adresse mail dans un tableau Excel d'une liste. Et dès que le marché sera réouvert, elle va envoyer à toutes les sociétés qui souhaitent postuler le même formulaire avec la description de ce qu'il nous faut pour monter le dossier de candidature. Et la prochaine vague, je n'ai pas d'idée sur quand on pourra vous proposer une nouvelle vague, mais vous serez, quoi qu'il en soit, dès que vous avez votre nom, votre adresse mail inscrit dans le tableau Excel de Kaoula, vous serez premier averti. Et donc voilà, j'ai fini avec ma présentation. Si vous souhaitez revenir sur certains points, je suis là. Ah, alors vous avez le son qui vrille un peu, Pierre, mais ça tombe bien, c'est arrivé à la fin de votre présentation. Il n'y a pas de souci. On a quelques questions. Et du coup, j'ai ma connexion qui me demande de rafraîchir la page. Allez-y, rafraîchissez pendant 2 secondes. Si je rafraîchis, voilà, ouais, je vous laisse le temps de lire les questions. Moi, si je rafraîchis, je crois qu'il va me déconnecter et je vais devoir revenir. Oui, pas de souci, je vais combler pendant ce temps. Voilà, le message a disparu, donc ça veut dire que la connexion est revenue. Donc, allez-y pour les questions. Ok, très bien, alors on attaque. On a différentes questions, notamment sur le SCC. En tant qu'éditeur de logiciels, est-ce qu'ils doivent passer obligatoirement par le SCC? Alors, si c'est du logiciel seul, oui. C'est-à-dire qu'on a d'autres marchés. Par exemple, on vend des scanners pour les hôpitaux qui coûtent très, très cher, des millions d'euros. Et bien sûr, pour faire fonctionner un scanner, il faut du logiciel informatique. Donc, il y a des marchés de matériel dans lesquels on peut avoir des logiciels. Mais pour toutes les sociétés qui proposent uniquement du logiciel informatique, c'est une obligation de notre côté. Pourquoi est-ce c'est une obligation? C'est parce que l'UGAP, de manière technique, est incapable, et comme n'importe quel opérateur de notre type, est incapable de monter des marchés logiciel par logiciel, ou même famille de logiciels par famille de logiciels. C'est possible pour un acheteur public lambda, qui recherche un logiciel pour son propre besoin. Je rappelle juste que l'UGAP, on est sur un modèle d'achat pour revendre, ce qui veut dire qu'on achète pour revendre. Donc, on est un distributeur. Donc, on ne peut pas techniquement monter des appels d'offres logiciel par logiciel pour revendre derrière.
Le catalogue multi-éditeur de logiciels de l'UGAP, c'est actuellement plus de 3000 éditeurs de logiciels. Donc techniquement, c'est impossible pour nous de le monter un appel d'offres à part. Donc c'est pour ça que oui, la réponse est oui pour ceux qui souhaitent proposer du logiciel. On a trouvé cette solution de facilité, de se dire, voilà, on monte un marché de distribution, on va mettre en compétition des distributeurs informatiques tels que SCC et consorts, et on va retenir un seul distributeur qui sera le distributeur privilégié de tous les logiciels informatiques. J'espère avoir répondu à la question. Je pense, c'était clair en tout cas. Question qui tourne autour des prix. Vous avez parlé à un moment de tarif public. La question qui était posée, c'est est-ce que le tarif public est le tarif qui est présent sur le site internet du fournisseur? Oui. Et c'est là, moi, j'interprète un peu, ou est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir un tarif spécial pour le public? Non, c'est le tarif effectivement qui est présent sur le catalogue de l'éditeur. On sait qu'il y a des éditeurs effectivement qui ont préétabli des tarifs publics et qui l'affichent de manière ouverte et d'autres qui ne souhaitent pas le faire. Mais sauf que les tarifs publics, quand on parle de tarifs publics présentés à l'UGAP et proposés à l'UGAP, ces tarifs restent confidentiels. L'UGAP ne les affiche pas sur notre site internet, par exemple. Donc, si pour des questions stratégiques, tactiques, vous avez des éditeurs de logiciels qui ne souhaitent pas présenter leurs tarifs publics au grand public, de manière générale, nous, il faut savoir qu'on les conserve chez nous uniquement, sur nos bases. Ces tarifs sont amenés à évoluer. On est dans le domaine de l'innovation, on doit être agile, et puis des tarifs peuvent être fluctués et changer du jour au lendemain parce que l'éditeur a développé un nouveau système ou a souhaité changer sa politique. D'accord. On va rester un peu dans cette idée de prix. Il a été question d'intermédiaire, d'une certaine manière, avec le SCC. Est-ce que ça veut dire qu'un fournisseur doit baisser ses tarifs pour rémunérer les différents intermédiaires qu'il pourrait y avoir? Ça dépend de votre politique commerciale. Donc, effectivement, on vous demande une remise de minimum 15% pour pouvoir faire vivre SCC et l'UGAP de manière dans son rôle de distributeur, mais j'ai des sociétés qui m'ont proposé beaucoup plus derrière, quoi. Donc, et sans qu'on leur demande quoi que ce soit, j'ai des éditeurs effectivement qui m'ont proposé jusqu'à 90% de remise. J'ai pas compris, mais bon, ça fait partie de leur politique, on va dire commerciale. Donc nous, agressive même, très agressive. Donc je rentre pas dans ces considérations-là. C'est à vous de définir votre politique derrière. Vous pouvez tenter des négociations commerciales auprès de SCC si vous êtes un gros distributeur. Je vous souhaite bonne chance. Moi j'ai une question qui n'a pas été posée dans le chat, mais qui concerne aussi les prix. J'ai compris que dès l'instant où on était référencé dans le catalogue de l'UGAP, c'était une espèce d'exclusivité pendant 2 ans, 3 ans, vous avez même dit 4 ans, je crois. En termes de prix, puisqu'on en parle, est-ce que le fournisseur référencé a la possibilité éventuellement de faire évoluer ses prix? Parce qu'on voit en ce moment, les conditions économiques peuvent évoluer et ça peut nécessiter de revoir ses prix. Oui, après ça dépend si on est en rang 1 ou en rang 2. Lorsqu'on est en rang 1, effectivement, les prix sont bornés un peu au départ parce qu'on répond à un appel d'offres sur une grille tarifaire qui est bien établie avec parfois des possibilités de modification de prix, mais de façon extrêmement cadrée. Lorsqu'on est en rang 2, on rentre dans une logique commerciale et nos prix peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse. Il n'y a pas de renégociation à faire avec l'UGAP ou avec SCC, ou éventuellement avec SCC si vous êtes dans une logique partenariale, on va dire, forte. Mais quoi qu'il en soit, la logique de prix lorsqu'on est en rang 2, elle est simple, c'est celui du marché. C'est-à-dire que de toute façon, vous allez rencontrer vos acheteurs publics, vous allez leur proposer leur prix et eux vont faire un comparatif entre vous et vos principaux concurrents. Sachant que c'est un point que je n'ai pas abordé lors de la présentation, c'est que dans le cadre du marché multi-éditeur, qui est un des rares marchés où on peut faire ce qu'on appelle de la multi-attribution, parce que vous êtes en rang 2, multi-attribution, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir différentes solutions dans le même marché. C'est-à-dire que dans le marché multi-éditeur de logiciels, vous pouvez être présent, mais peuvent être aussi présents vos concurrents B et C. Et c'est sur cette logique-là que l'acheteur public fera sa petite mise en concurrence, quoi. D'accord. Autre question, concernant le modèle SaaS, pardon. Les collectivités demandent parfois une offre pluriannuelle pour leur permettre de la mettre au budget CAPEX. Quelle est la bonne façon de procéder vue de l'UGAP?
mettre au catalogue l'offre annuelle et les offres pluriannuelles, une des deux. Vous Merci. pouvez les deux. Les deux sont proposables à l'UGAP, les deux sont commercialisables à l'UGAP. Soit vous pouvez vous proposer votre solution en mode serveur ou en mode SaaS. Peu importe, ça dépend de votre logique commerciale, mais les deux sont commercialisables au catalogue de l'UGAP. Maintenant, quelle est la bonne? Je n'en sais rien. Ça dépend de la politique d'achat aussi de votre client. S'il vous demande du CAPEX, il faut pouvoir lui proposer le CAPEX. S'il vous demande de l'OPEX, vous devez être en mesure de lui proposer de l'OPEX aussi. Il n'y a pas de bonne façon. Nous, on propose les deux vecteurs. Très bien. On va revenir sur le début de la présentation où vous parliez de start-up, enfin de la possibilité de mettre en avant des start-up et pour elles de rentrer au catalogue. Et en même temps, il y a cette idée de solidité de l'éditeur. Quid des éditeurs start-up et le support à l'innovation annoncé en début de présentation? Alors, sur cette logique effectivement de soutien aux PME, soutien aux start-up, comme je vous dis, nous on s'intéresse surtout et l'élément principal discriminant qui pourrait faire que vous ne pourriez pas rentrer, c'est la solidité financière de votre société. Donc on sait très bien que les startups, et lorsqu'on parle de solidité financière et des systèmes de notation, si je prends Crédit Lycée par exemple, ils regardent vos 3 derniers bilans et ils vous donnent une note. Pour pas discriminer les jeunes entreprises par exemple qui ont 1 an ou 2 ans d'existence, on leur propose, lors de la soumission du dossier de candidature, de passer par des organismes qui sont spécialisés dans la notation de start-up. Par exemple, la société Exagist, via sa solution Rate & Go. Rate & Go, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, ouais. Qui propose une notation, qui est spécialisée dans la notation de l'entreprise et qui ne regarde pas, non pas votre passif, parce que vous êtes tout jeune et que vous n'avez pas les 3 bilans, et voire même les 3 bilans qui vont bien, parce que vous êtes une jeune entreprise innovante qui, pendant ces 2 premières années, a cramé tout son cash en R&D et en développement. Mais il va se positionner en regardant ce que votre potentiel marché et comment vous avez défini votre business plan. Donc voilà, donc c'est-à-dire que pour les jeunes entreprises, les startups, on est un peu plus, on va dire, ouvert à regarder ce que vous allez faire et non pas ce que vous avez fait. Voilà. Par contre, pour les sociétés effectivement qui ont pignon sur rue depuis 10, 15, 20 ans, bon bah voilà, si ça fait 20 ans que vous existez mais que vous perdez de l'argent depuis 10 ans, on va se poser la question. Hein. On va tous se poser la question. Et l'UGAP ne sera pas le seul. Hein. C'est-à-dire que vous allez voir n'importe quelle structure publique, lorsque vous allez répondre à l'appel d'offres, ils vont regarder vos bilans. C'est logique. Tout à fait. Autre question qui nous est posée par une structure qui n'est pas éditeur, mais propose de la prestation de services de type IA, développement, cloud. Est-ce que nous pouvons être présents au catalogue de l'UGAP? Et si oui, je n'ai pas très bien compris comment déposer notre candidature en tant que fournisseur. Alors là, le marché utilisateur ne concerne que des éditeurs de logiciels. Donc, vous pouvez vendre absolument toutes vos prestations à partir du moment, enfin, celles qui rentrent dans le marché à partir du moment où vous proposez votre logiciel. Pour les sociétés qui sont spécialisées et qui sont uniquement des prestataires de services, on a d'autres marchés à l'UGAP de prestations intellectuelles. Donc, je vous invite à aller sur le site de l'UGAP. Je ne sais pas si je peux prendre la main pour aller sur le site. Bastien, vous pouvez peut-être partager le... Je ne sais pas non plus, mais je vais essayer. On va essayer. Ou alors, attendez, c'est très simple. Vous allez sur le site internet de l'UGAP. Je vais vous indiquer le chemin tout de suite, www.ugap.fr. Dans la barre noire, pour ceux qui y sont, vous avez au milieu de la barre noire l'onglet informatique. Colonne du milieu, prestations informatiques. Et là, vous avez les différents marchés de prestations informatiques que propose l'UGAP. Si vous prenez la colonne du milieu, la ligne tout en haut, prestations intellectuelles, vous allez tomber sur les prestations intellectuelles que propose l'UGAP, les différents marchés. Si on en prend un au hasard, le premier, voilà, qui concerne par exemple tout ce qui est l'AMOE, l'assistance à maîtrise d'œuvre, l'outil d'instance applicative de logiciels, vous avez la présentation de nos offres de services, je parle bien de services, dans ce domaine-là. Avec tout à la fin, la présentation des fournisseurs rang 1, que sont Atos et Open. Open sont les titulaires de marché d'AMOE de l'UGAP.
Donc, si un client public vient nous dire, voilà, moi, j'ai besoin de prestations d'AMOE, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? On leur dira, allez voir Atos Open parce que ce sont eux qui ont gagné l'appel d'offres de l'IA. Et dans certains cas, et là, je reviens sur la partie rang 2 sous-traitance, c'est qu'Atos et Open peuvent faire appel à des sous-traitants si ils n'ont pas les bonhommes nécessaires pour réaliser la prestation ou s'ils n'ont pas les compétences, si par exemple le client demande une prestation réalisée par une société extrêmement spécialisée. Donc Atos et Open peuvent proposer derrière en rang 2 des prestations intellectuelles d'une société extérieure en sous-traitance. Et au passage, ils prendront leur commission. Bon, malheureusement, c'est le jeu M'impôt 7. Ok. Il y a une question qui est revenue juste après votre explication tout à l'heure. Pouvez-vous répéter le nom de l'organisme qui aide à l'évaluation des startups? Exagis, Rate and Go. Exagis, Break and Go. Ok. Autre question. Comment être au catalogue en tant qu'ESN qui ne vend pas de solution mais uniquement de l'expertise? Je crois que vous avez un peu... C'est ce que je viens de dire. Vous avez un peu répondu à la question. Par anticipation, peut-on accéder publiquement au catalogue de l'UGAP? Oui, alors vous allez sur le site internet de l'UGAP, vous allez toujours dans l'onglet informatique, colonne de droite, logiciel, en haut à droite, le multi-éditeur. Alors, vous pouvez retourner sur le site internet de l'UGAP, Bastien? On va le faire en direct. On va être interactif et agile. Je dois avouer que ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est Catherine. Catherine, allons-y. Si Catherine peut le faire, c'est génial. On va l'afficher en même temps. Je ne maîtrise pas encore très bien la bête Livestorm, je l'avoue. Moi non plus, je vous assure. Alors voilà, donc là, vous tombez sur le site internet de l'UGAP. Vous avez dans la barre noire l'ensemble des familles de produits sur lesquels travaille l'UGAP. Donc en plein milieu, vous avez informatique. Voilà, colonne de droite, 5e ligne, logiciel. Colonne de gauche, excusez-moi, c'est l'autre droite. En haut à gauche, multi-éditeur. Donc c'est la présentation du marché multi-éditeur et de ce qu'un client peut commander à l'UGAP. Donc multi-éditeur, allez-y. Voilà, vous descendez un tout petit peu plus bas. Sous la photo des mains qui tapent sur le clavier, vous avez l'onglet « Voir la liste des éditeurs ». En cliquant dessus, vous avez un beau tableau Excel qui devrait se télécharger quelque part sur votre PC quelque part. Et dans ce tableau Excel qui comporte 4 colonnes, 3000 lignes, 3000 et quelques lignes. Les 3000 et quelques lignes, ce sont les 3000 et quelques éditeurs de logiciels qui sont présents au catalogue de l'UGAP en rang 2, distribués par SCC. Donc, c'est dans ce tableau-là qu'en tant qu'éditeur, vous pouvez faire une proposition de candidature pour intégrer le catalogue. Je ne vous cache pas que tous les 6 mois, en fait, le rythme de croisière, c'est tous les 6 mois. Là, on est sur une année particulière parce qu'on est sur la fin de marché, mais en général, c'est tous les 6 mois. Et ce rythme de vague de candidature sera amené à être changé pour le prochain marché, parce que l'UGAP se modernise, s'informatise progressivement, et ça sera des candidatures qui pourront être faites au fil de l'eau dans quelques mois. Mais pour le moment, c'est toujours une logique de vague. Donc Catherine, normalement, vous avez un tableau Excel qui devrait se télécharger quelque part. Alors, elle n'y arrive pas, excusez-nous, a priori, ça ne fonctionne pas bien, le téléchargement directement depuis la plateforme Livestorm. Pas de souci, mais je pense que les éditeurs qui nous écoutent l'ont fait en parallèle, ils ont pu ouvrir le tableau Excel. J'espère aussi. Est-ce que vous pourrez, à l'occasion, Pierre, écrire le nom de l'organisme qui évalue les startups parce qu'il y a des doutes et du coup, les personnes qui écoutent ne savent pas très bien comment écrire le Exagis. Oui, je vais essayer d'aller dessus. Voilà, de manière à pouvoir un peu plus les aider à ce niveau. Alors, j'essaye de le faire si Chrome veut bien me laisser passer sur le site. Alors, voilà. Je vous envoie le lien dans le chat. Super. A priori, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, j'en ai pas vu. Est-ce que parmi les gens qui sont connectés, quelqu'un aurait une ou plusieurs questions à poser?
Donc voilà, donc le temps que vous posiez les questions, il faut savoir que nous, on est ouvert à tous les systèmes de notation, on n'est pas discriminant, on n'a pas d'action chez Xagis. Vous pouvez nous proposer Xagis comme vous pouvez nous proposer d'autres solutions à partir du moment qu'il s'agit d'un système de notation qui soit, on va dire, euh, totalement indépendant et sur lequel vous n'avez pas payé votre notation, ce qui est logique. Parce que si vous payez votre notation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tiers de confiance n'est plus là. Je faisais référence au début de ce webinaire à une note de la DGSE qui s'appelle la commande publique, un marché pour les innovations, et qui exprime le fait que 2% des commandes publiques devraient aller vers des achats innovants. Si je suis complètement honnête, c'est une note qui date de 2019 et l'objectif était pour 2021. 2020. 2020 même. Il était même pour 2020. On est en 2022. Est-ce que vous, Pierre, ou l'UGAP en règle générale, vous avez une vue là-dessus? Est-ce que vous savez si l'objectif est atteint, si on en est loin, si on essaie de toute façon de pousser encore plus parce qu'on sait bien qu'il y a une transformation numérique de la société en règle générale? Mais est-ce qu'on a une valorisation un peu de cet objectif aujourd'hui? Alors, cet objectif était juste une recommandation. Ce n'est pas un objectif chiffré et imposé par l'État. L'UGAP, on est allé au-delà puisque c'est 3,8% de nos achats qui sont dits achats d'innovation. Maintenant, vis-à-vis des acheteurs publics, ils n'étaient pas obligés de le faire, quoi. Certains ont pris les choses à bras-le-corps et se sont imposés cet objectif, et tant mieux pour tout le monde. Mais personne ne s'est fait taper sur les doigts parce qu'il n'a pas atteint cet objectif. Donc, je n'ai pas vu passer de statistiques à ce niveau-là. Je vais être très honnête avec vous, en 2020, on est rentré dans une période Covid. Donc, on avait tous d'autres choses à penser que d'acheter de l'innovation. Enfin, ceci étant dit, ça a peut-être aidé, hein, pour le coup, la période Covid, d'un point de vue numérisation, ça a peut-être aidé. Hein. Ah bah, je peux vous dire que Zoom et la Storm, ils se sont régalés à ce moment-là. Zoom s'est régalé. Hein. Évidemment. Ils sont rentrés au catalogue juste avant et puis on les a bien aidés. Hein. Oui, j'imagine. Attendez, alors je crois qu'il y a une question que j'ai ratée. Sandrine nous dit, excusez-moi de reposer la question, du coup j'ai bien compris que pour nous ce sera en rang 2 car Atos est une autre entreprise, sont déjà dans la place, mais comment postuler? Il faut attendre qu'ils aient répondu à un appel d'offres, mettre une alerte? Non, sur la logique avec les prestations, pour les prestations intellectuelles, c'est à vous de vous mettre en relation avec ces titulaires de marché pour proposer votre solution en sous-traitance. Donc, je ne vous cache pas que la bonne stratégie, c'est d'y aller, entre guillemets, avec du biscuit, c'est-à-dire d'avoir des affaires préalablement établies pour pouvoir pour avoir suscité, on va dire, leur intérêt. Et maintenant, vous allez me poser la question, mais comment, qui c'est que je contacte chez Atos ou chez Open? La solution, elle est très simple. Vous utilisez LinkedIn ou Google, vous tapez Atos et l'UGAP sur LinkedIn. Et puis, généralement, la personne qui gère les marchés publics et qui gère le marché UGAP, il le met sur son CV. Donc, voilà, parce que c'est une carte de visite pour lui. Et donc, vous prenez contact avec lui, vous lui proposez vos solutions, il voit s'il y a un intérêt commun à travailler ensemble ou pas, et puis vous vous tapez dans la main, et puis ça devient une relation commerciale de B2B. Hein. Ok, très clair. Écoutez, je crois, est-ce qu'il y aurait une ou deux dernières questions? Alors, René Louis Adam nous dit, j'ai déjà pris contact avec Open sur un dossier que nous avions identifié et Open y a été tout seul. Ah, bon. Bah, c'est la problématique lorsque moi, ça m'est déjà arrivé dans une autre vie. Hein. Bon, là, je vous raconte ma vie, mais bon, à un moment donné, j'ai fait appel à un partenaire. J'ai eu le malheur de lui citer qui était le partenaire et ils n'ont pas été très clean. Mais bon, là, ce que vous me dites sur Open, c'est pas très bien de leur part non plus de l'avoir fait comme ça, quoi. Mais malheureusement, c'est la vie commerciale lorsque on travaille avec des partenaires qui sont capables de faire à notre place. Donc, jamais leur citer qui est le client, le prospect, quoi qu'il en soit, et toujours leur dire, voilà, nous, on est prêt à bosser avec, on est prêt à vous dire qui c'est, mais seulement si, voilà, on peut récupérer du business derrière, quoi, ce qui est logique. Moi, je l'ai fait une fois, ça m'est arrivé une fois, et plus jamais ça m'est arrivé après.
C'était une belle expérience de vie commerciale, en tout cas. Oui, c'est ça. Ce sera une leçon qui coûte un peu cher, mais Oui, d'accord. bon. Alors, des petits commentaires. Je pense que la politique de l'UGAP n'aide pas trop les PME, avec un sourire quand même. C'est dit gentiment. 80%, comme je vous l'ai dit, 80% de nos titulaires de marché sont des PME. On essaye d'aider au mieux les PME, mais dans certains marchés que sont les... En fait, nous, on est soumis au Code des marchés publics. Donc, ce qui veut dire que comment dire, les décisions d'attribuer un marché à une société ou à une autre se fait sur un tableau Excel. Donc, avec une vision très mathématique pour être le plus impartial possible. Et sur les gros marchés, ce sont malheureusement les grosses structures qui les gagnent. La seule façon pour nous de faire travailler les petites PME lorsqu'on veut faire du gros marché, des gros appels d'offres, c'est de faire l'allotissement. Donc, c'est-à-dire décomposer les marchés. Mais c'est pas toujours possible. Et c'est pour ça qu'on a trouvé cette logique, ces différentes logiques pour aider les PME au mieux, pour les intégrer au catalogue de l'UGAP. Après, derrière, voilà, il y a une logique business qui se met en place aussi derrière et on compose avec ce que le Code des marchés publics peut nous proposer. Alors, il y a une question de Pascal. Y a-t-il un intérêt des collectivités à passer par l'UGAP s'ils peuvent se contenter de 3 devis en dessous de 25 000? Déjà, Pascal, il faut savoir que les 25 000, c'est passé à 40 000 il n'y a pas très longtemps. Donc, nous, on n'hésite pas à dire aux sociétés, voilà, dans une stratégie commerciale, voilà, ne dépassez pas les 40 000 euros. Parce que effectivement, c'est la logique des 3 devis. Alors, juste pour revenir sur l'appel d'offres, sur les problématiques de seuil, en dessous de 40 000 euros, un acheteur public n'est pas obligé de lancer une procédure formalisée et longue, telle que les procédures d'appel d'offres. Il peut se contenter de passer par des procédures dites simplifiées, faire 3 demandes de devis à 3 sociétés différentes. Et parmi les 3 sociétés, A, B et C, il peut choisir celle qu'il préfère sans avoir besoin de se justifier fortement. Il doit uniquement donner la preuve, s'il se fait contrôler, qu'il a fait 3 demandes de devis à 3 sociétés qui sont dans le même domaine d'activité. Dans le même domaine d'activité. Il ne peut pas faire appel à un éditeur et faire 2 demandes de devis à 2 plombiers. Le contrôleur, il ne va pas être dupe, quoi. Il a certaines règles à respecter. Le fait effectivement de choisir une solution qui soit concordante à ses demandes, et il doit ne pas systématiquement contractualiser avec la même société. Quand je dis ne pas systématiquement contractualiser la même société, c'est-à-dire que la première année, il peut choisir de travailler avec A, la deuxième année, travailler avec A également, mais la troisième année, le contrôleur va lui dire, voilà, peut-être penser à voir chez B et chez C. Et ceci afin de, 1, respecter l'équilibre du marché, et 2, ne pas faire systématiquement bosser la boîte de ton beau-frère. Voilà. Ça sert aussi à ça, les marchés publics. C'est ça. Ok, écoutez, a priori, je ne vois pas d'autres questions. Alors, voilà, pour info, je ne réponds plus à des questions de demande C'est de ce que devis. j'étais en train de lire, le témoignage de Pascal qui nous explique qu'il ne répond plus aux demandes de devis des collectivités car quand cela arrive tardivement et sans intérêt de notre offre, notre devis n'est généralement pas retenu. Essayez de passer par l'UGAP. Tentez votre... moi, je ne vous cache pas que beaucoup de sociétés, voilà, les vagues de candidatures, à chaque fois que tous les 6 mois, on en lance une, c'est grosso modo 300 éditeurs de logiciels qui présentent leur intérêt à rentrer. On ne retient qu'un tiers en général. Les 2 autres tiers, soit ils répondent pas aux critères de l'UGAP, et c'est très rare, en termes de solidité financière ou de présentation, et les 2 autres, ils oublient. Ils oublient tout simplement. Donc en général, c'est 100, 150 sociétés qui le font, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, si on repart de la logique innovation, et si on rentre dans cette considération-là, il faut savoir que le seuil des 40 000 euros a été relevé à 100 000 euros pour des sociétés qui peuvent prouver de la vente d'une solution innovante et qui sont eux-mêmes en tant que société innovante. Et donc là, je vous renvoie vers un guide. Vous tapez sur Google le guide des achats innovants, guide des achats publics innovants. Et là, vous avez la description de ce que un acheteur public peut utiliser comme procédure pour acheter de l'innovation. Donc, si vous êtes une PME innovante
et que vous arrivez à prouver que vous êtes innovante parce que vous faites de la R&D, que vous faites du crédit d'impôt recherche, que vous êtes déjà une entreprise innovante, que vous avez plein de doctorants et plein d'ingénieurs qui travaillent au développement de votre solution, vous pouvez relever le seuil, en fait, commercialiser votre solution à 100 000 euros, en dessous de 100 000 euros, 99 999 hors taxe, et passer sous le seuil des appels d'offres. Voilà. Mais encore faut-il que vous montiez un petit dossier pour rassurer votre acheteur qu'il a face à lui une solution innovante développée par une société innovante. Et donc là, pour faire un petit dossier, hein, c'est quoi un petit dossier de 2 pages récapitulatif, et puis un dossier qui est un peu plus conséquent derrière pour rassurer l'acheteur. Parce qu'il faut savoir que tout ça, c'est une question de risque. Si l'acheteur décide d'utiliser la procédure à 100 000 euros pour acheter votre solution, et qui se fait contrôler derrière et qui n'a aucun moyen de prouver qu'il a fait un achat d'innovation, c'est l'acheteur qui va se faire taper sur les doigts, et non pas le titulaire, celui qui aura remporté l'appel d'offres, en l'occurrence la société. Alors, si vous le pouvez, à l'occasion, Pierre, de mettre le lien de ce fameux document dont vous venez de nous parler parce qu'il est demandé. Et en même temps, j'en profite pour vous poser une question de Magali qui nous dit si une solution intègre à la fois un abonnement à un logiciel et de la prestation de service. Pouvons-nous être référencés sur ces 2 axes qui semblent être distincts chez l'UGAP? Non, alors oui, il est distinct à la fois, effectivement. Il est à la fois distinct et à la fois imbriqué. Quand je dis que si il est distinct et imbriqué, c'est que si vous vendez votre logiciel à l'UGAP à travers le marché multi-éditeur, le marché multi-éditeur propose la possibilité de vendre toutes les prestations qui sont afférentes au logiciel. Formation, installation, paramétrage, maintenance et développement de modules complémentaires au logiciel. Ça, c'est si vous vendez les prestations avec le logiciel. Mais il faut absolument que le logiciel soit vendu avec. Par contre, si dans votre logique, vous ne vendez que de la prestation intellectuelle pure, de la MOA ou de la MOE, par exemple, pour créer un logiciel, là, ce n'est pas le marché multi-éditeur qu'il faut solliciter, c'est les marchés de prestations intellectuelles. Très bien. Alors, je vois que Pascal et Magali sont en train de taper quelque chose, mais je ne sais pas quoi encore. Ce sont des remerciements. Merci Magali. Écoutez, je crois qu'on arrive un peu autour des dernières questions qui ont été posées. En tout cas, j'en vois plus pour l'instant. Est-ce que parmi les gens qui sont connectés, vous avez encore 1 ou 2 questions en tête que vous souhaiteriez poser? Alors, Pascal a une question, apparemment. Si c'est une prestation intellectuelle d'accompagnement à l'évaluation des risques associés au logiciel, point d'interrogation. Prestation intellectuelle, après derrière, quel marché ça serait? Est-ce que ça serait considéré comme de la MOA? Non, je ne pense pas. Si c'est pour de la cybersécurité, on a des marchés de cybersécurité des systèmes d'information ou de conseil. Ah, on a un marché de conseil en système d'information. Je me demande si ce ne sera pas dedans. Ce que je vous propose, Pascal, c'est d'aller sur notre onglet informatique. La logique, elle est simple. Vous allez dans prestations informatiques, vous regardez dans quelle famille de produits votre offre de service rentre. Vous regardez qui est le titulaire, vous allez sur LinkedIn, vous recherchez le contact UGAP et voilà, vous lui proposez vos solutions en sous-traitance. En général, les collectivités demandent avec l'abonnement à notre solution logicielle un accompagnement. Ouais. Donc, vous pouvez accompagner. Hein, donc, l'accompagnement, c'est quoi? C'est l'installation, la formation. Oui, ça fait partie de l'offre. Ça fait partie de l'offre. Après, ça dépend de quel type d'accompagnement. Si on parle d'accompagnement, si c'est de l'exploitation du logiciel, ça ne rentrera pas. Je rappelle, tout ce qu'on peut vendre en complément du logiciel, c'est l'installation, la formation, le paramétrage, la maintenance et éventuellement le développement de modules complémentaires. Si c'est pour exploiter le logiciel, ça ne rentrera pas dedans. Par contre, ça peut rentrer dans les prestations dans la partie prestations intellectuelles. Pascal l'a noté. Merci beaucoup.
Est-ce que, alors je relance une bouteille à la mer, est-ce qu'une dernière question, enfin je dis dernière question parce que je n'en vois plus pour l'instant. Mais autrement, on a quand même un peu de temps. Si vous en avez, ne vous sentez pas. Alors moi, je vais rajouter peut-être des choses, parce que Allez-y. c'est des questions qui sont posées derrière. C'est n'attendez nullement une mise en avant de vos solutions de logiciels lorsque vous serez, si vous avez le bonheur ultime de rentrer au catalogue de l'UGAP. Pourquoi je dis ça? C'est que c'est un marché où on peut faire ce que je disais tout à l'heure de la multi-attribution, hein. Et donc la logique de l'UGAP et de SLC sur le marché multi-éditeur, c'est de ne pas mettre en avant plus un éditeur plus qu'un autre. La seule présence que vous aurez, hein, ça sera dans le tableau Excel qui est dans le catalogue de l'UGAP, hein. Donc ça a peut-être évolué, hein, qui se trouve à 3 clics derrière, quoi. Donc c'est pour ça que lorsqu'un acheteur public nous demande une solution logicielle, on lui dit voilà, c'est à vous d'aller voir on essaye de voir si la solution logicielle informatique existe au catalogue de l'UGAP. Si vous avez un nom précis d'éditeur, mais si vous lui dites voilà, moi j'ai besoin de logiciels de cybersécurité, on lui conseillera pas plus une solution plus qu'un autre. Et c'est la logique qu'on veut garder. Pourquoi? La neutralité. C'est pour respecter l'équilibre du marché. Donc, l'aspect commercial, communication, marketing reste chez l'éditeur. L'éditeur pourra utiliser le fait qu'il soit présent au catalogue de Gap. Lorsqu'il ira en rendez-vous commercial, il pourra dire qu'il est présent au catalogue de Gap et il a plutôt intérêt à le dire parce que ça va enlever une grosse épine du pied de l'acheteur public. Mais en aucun cas, nous, de notre côté, on dira ce logiciel est meilleur que l'autre. Ça me fait penser à une question. Tout acheteur public est automatiquement affilié à l'UGAP? Ils n'ont pas, Public, oui. ouais, ils ont pas de démarche à faire particulière qui pourrait expliquer que certaines collectivités, par exemple, ne suivent pas l'UGAP ou... Ah, vous avez des structures, effectivement, qui n'utilisent pas l'UGAP, qui préfèrent acheter par leurs propres moyens. Et vous avez d'autres, effectivement, qui ne passent que par l'UGAP parce qu'ils ont pas le Mais temps. même une structure qui déciderait de ne pas passer par l'UGAP, dans l'absolu, si du jour au lendemain, elle veut passer par l'UGAP, sera capable de passer par l'UGAP. Tout acheteur public soumis au code des marchés publics peut acheter l'UGAP sans abonnement. C'est-à-dire que vous avez des centrales d'achat où il faut un ticket d'entrée, où il faut acheter un ticket d'entrée. À l'UGAP, il n'y a pas de ticket d'entrée. C'est à partir du moment où vous êtes un pouvoir adjudicateur, hein, donc un acheteur public soumis au code des marchés publics qui manipule de l'argent public, vous êtes obligé de suivre le code des marchés publics et donc vous pouvez passer par l'UGAP. Donc vous avez des structures, hein, type association qui effectivement pendant des dizaines d'années n'ont pas su qu'ils étaient soumis au code des marchés publics et qui le découvrent un jour parce qu'ils ont un contrôle de l'administration fiscale, quoi. Ok, bah, très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, il n'y a plus de questions et beaucoup de messages qui disent que vous avez été très clair, Pierre. Donc, Merci. Merci à vous. Bon, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et mettre un like. Non, je plaisante, j'ai pas de chaîne YouTube. Ah, parce que bon, c'est possible. Non, j'en ai pas. À cette heure des réseaux sociaux, on n'est plus surpris de rien. Voilà. Bon, si vous souhaitez poser des questions, bah, pour ceux qui souhaitent postuler, envoyez un mail à Kaoula et moi je suis à votre disposition si vous avez des questions complémentaires et vous pouvez me retrouver sur LinkedIn facilement. Eh ben, merci beaucoup encore une fois, Pierre. Merci à tous ceux qui se sont connectés écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Sachez qu'en tout cas, ce webinaire sera disponible. Alors déjà, pour toutes les personnes qui se sont connectées, vous allez recevoir un lien pour pouvoir revoir le webinaire si vous le souhaitiez. Et de toute façon, il sera disponible. Alors pour le coup, c'est vrai, sur la chaîne YouTube de Systématique. Pas la mienne personnellement, mais celle de Systématique Paris Région. Voilà, je peux peut-être vous laisser le dernier mot, Pierre. Merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir.